Durant mes différents séjours, la pratique chamanique telle que je l'avais abordée au tout début, progressivement, chaque année, Alberto me disait, me communiquait ses nouvelles découvertes. Quel type de découverte, de recherche. Il avait fait des fois, c'était sur une langue inconnue. Il me disait, tiens, il y a une langue, est-ce que tu connais d'où vient cette langue? Alors il parlait, etc. Une langue, évidemment, qu'il avait inventée, mais qui était censée avoir été transmise par un esprit. Il cherchait, en fait, d'où venait. Et donc, il me communiquait pour voir si moi, j'avais progressé aussi dans ma science, dans mes connaissances et où j'en étais, et si je pouvais éventuellement lui être de quelque utilité sur ce domaine. J'avoue très franchement que j'avais absolument aucune idée de ce que pouvait dire cette langue, sinon que je reconnaissais certains mots ou intonations plutôt en quechua, qui est la langue andine, et certaines déformations de mots du régionalisme local. Donc il y avait bien une construction là. Et en fait, bon, on s'est quitté là, et puis l'année suivante, il m'a dit, ça y est, j'ai trouvé cette langue. C'est la langue des animaux. La langue des animaux, ouais, voilà, c'est la langue des animaux, donc c'est très utile, en fait. Alors ce serait une langue générique, et ce serait utile pour, justement, consulter des animaux dans leur langue. Dans leur langue. Donc voilà, quand on sait que, évidemment, la communication avec les esprits chez les Yaguas, elle est très spécifique, c'est-à-dire les chants chamaniques sont communs à peu près à tous les chamans que j'ai connus. En revanche, ce qui est différent, c'est le registre acoustique sur lequel ils sont entonnés. Et donc, j'étais très intéressé de voir que là, pour une fois, c'était plutôt la langue et non pas l'intonation qui était mise en avant. Pour atteindre ces registres qui permettent de communiquer avec les esprits, sachant que chaque esprit répond à un registre acoustique et non pas à un message verbal, comme un téléphone, comme une sonnerie de téléphone qui permet de... Donc, sur ce chapitre-là, il est clair que je pratique une sorte de rituel qui consiste à utiliser le bord d'un coquillage ou d'une pierre qu'il récupère dans la forêt ou aux alentours des villages, et avec le tranchant du coquillage ou de la pierre, il se racle la langue pour atteindre, disent-ils, pour la purifier le ton et pour atteindre des registres extrêmement aigus. Et plus c'est aigu, plus on est sûr que personne ne peut vous imiter, donc que les esprits que vous allez contacter, ils seront uniquement en quelque sorte fidèles à vous, enfin, etc. Donc ce rituel est assez spécifique parce que je n'ai pas connaissance dans la littérature ethnographique régionale de cette pratique de raclage de la langue pour atteindre des registres acoustiques extrêmement sophistiqués, en fait, presque à la limite de l'audible, comme forme privilégiée et non verbale, donc, de sorte vocalité, quoi. Le son comme la manière de communiquer avec l'esprit, ou au moins
de se connecter avec les esprits. Après, on peut discuter avec eux dans leur langue, alors langue des animaux, langue, etc., langue de l'ayahuasca, qui en fait est un chant, c'est le chant de l'ayahuasca, donc qui permet de dire autre chose que de rentrer en contact. Mais le contact, c'est très radiophonique, si je peux dire. C'est de se brancher, en somme, c'est vraiment le terme, de se brancher sur le registre acoustique des esprits. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que quand la première fois que les Yaguas ont utilisé, enfin que j'ai vu utiliser une radio, en fait, tant que les piles fonctionnaient, en fait, en faisant tourner l'aiguille, ils arrivent à capter des stations. C'est exactement ça, en fait. Donc ça fait bzzz, ça fait etc. Et paf, tu arrives à une station. Alors, quand dans le chamanisme, la communication se fait pas très bien, comme dans la radio où il y a des interférences, où il peut y avoir des interférences, alors ils soufflent de la fumée de tabac qui a l'avantage d'éclaircir les voix et donc de remettre le bon registre. Et quand il y a des parasitages, voilà, il peut y avoir des parasitages. Ça a été aussi suite à une observation très minutieuse, justement, le premier central téléphonique est arrivé dans les villages. Les Yaguas venaient, ils regardaient comment ça fonctionnait, et ils me disaient, mais c'est exactement comme nous. Ensuite, quand ils voyaient la radio, mais l'aiguille, etc., c'est exactement comme nous. Dans les hôpitaux, mais c'est la même chose. Donc j'étais très... bon, sans parler de la seringue, hein. Ça c'est trop évident, donc je ne vais pas le sortir celui-là. Et donc il y avait quelque chose là qui était assez intéressant. Donc la première chose qui me dit, mais bon, à la suite de ces nouvelles expériences, un jour il me dit, mais je suis allé à tel endroit dans un port, j'ai mis ma peau d'anaconda et je suis allé sous l'eau. Alors sous l'eau, pour eux, c'est de la fumée, c'est pas de l'eau. Hein. Donc, et je suis allé jusqu'à tel endroit à la vitesse de l'éclair. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que... En fait, il allait repérer les différents routes subaquatiques, n'est-ce pas? Parce que sous l'eau, il y a des villes. Et ces villes sous l'eau sont connectées à des villes qui sont à la surface. Et donc, avant d'aller dans les villes, d'abord, il domestique les esprits de ces villes qui se trouvent en bas, qui se trouvent sous l'eau. Et ensuite, il remonte à la surface et il peut aller dans les villes qu'il ne connaît pas, où il pratique des cures chamaniques qui lui permettent de gagner un peu de fric. Donc, je me suis rendu compte que là, il y avait un élargissement de la version aquatique d'un chaman que j'avais vu jusqu'à maintenant pratiquement terrestre, puisque les Yaguas sont, par tradition, des gens qui vivent qu'on appelle aux sources des rivières, où l'élément aquatique est très peu présent. Mais depuis ces dernières années, justement avec l'école, la politique gouvernementale, beaucoup se sont rapprochés des grands axes fluviaux. Et ce chamanisme subaquatique est vraiment, régionalement, hein, une spécificité d'un groupe qui s'appelle les Kokama de langue tupi, qui sont des experts en déplacement subaquatique. Et donc, les Yaguas, certainement, se sont adaptés, en somme, ont élargi leur version terrestre à une version, disons, plus aquatique, tenant compte du fait qu'aquatique est notre version, puisque pour eux, c'est de la fumée, donc on est aussi sur le domaine plus ou moins terrestre, etc. Disons, il y a souterrain, terrain, plutôt qu'aquatique, enfin, etc. Donc, ce qui était intéressant aussi, c'était que le monde aquatique... pour ces populations régionales, est un monde atemporel, c'est-à-dire où la temporalité ne joue pas. C'est-à-dire on est dans un monde où on ne vieillit pas. Le vieillissement est inconnu. Les entités qui vont sous l'eau, elles sont en quelque sorte éternelles. Et quand elles reviennent à la surface, elles recommencent à vieillir.
Donc il y a une condensation, si tu veux, de l'histoire du contact, puisque les contacts sont venus par le fleuve, dans cette image des cités subaquatiques, en fait, etc. Et que donc les Yaguas probablement ont aussi se sont appropriés, disons. J'ai pas connu, quand j'ai commencé en 71-72, dans les communautés assez éloignées, on ne me parlait jamais de chamanisme subaquatique. Donc ça, c'était une première chose, que le chamanisme aussi, il est pas seulement le changement, mais il est aussi le résultat du changement. Mais il est perçu comme étant la cause, justement. Il n'est pas perçu comme étant le résultat. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, un jour, il parlait il mettait sa main là et puis il disait, enfin là c'était en espagnol, puis ils ont un système numérique très, très compliqué. Il disait 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, silence. Oui, oui, silence. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je me suis rendu compte qu'il reprenait la radio, enfin le système missionnaire pour envoyer les messages. Hein, comment on dit allô, corto, enfin, etc. Donc il y avait ce système-là. Donc ils avaient aussi intégré parfaitement la question du téléphone, mais évidemment sans fil et disons adressé spécifiquement à la communication avec les esprits, tenant compte du fait qu'au départ, chaque esprit a son registre acoustique, donc chaque esprit a son numéro de téléphone. Donc il est aussi obligé de répondre. S'il ne répond pas, c'est un mauvais chaman. C'est-à-dire qu'il n'est pas... c'est un mauvais praticien, quoi. Il n'est pas sérieux, quoi. On l'appelle et il ne répond pas. Ça va pas. Donc ça, c'est pas bon. Ou c'est un peu suspect. Donc il y a cette obligation, bien évidemment, comme sur le registre acoustique, que l'esprit qui est sur ce registre, automatiquement il répond, puisque c'est sur son registre acoustique. Par le téléphone, qui sera un peu le substitut moderne, entre guillemets, du chant chamanique, avec le registre acoustique, c'est par les numéros de téléphone. Mais évidemment, parfois maintenant, les chamans n'y répondent plus. Donc ça, c'est compliqué, leur téléphone n'est pas branché, il manque quelque chose, enfin, etc. Voilà. Donc ça, c'est un truc. Et ce chamanisme s'est développé à telle enseigne qu'il est devenu une des spécialités de quelques chamans, et dont Alberto. J'avais une étudiante après qui est venue chez les Yaguas, qui voulait travailler aussi, donc je ai présenté Alberto, et elle a écrit un bouquin, c'est le chaman qui téléphone aux esprits, je sais pas, c'est une Suissesse, ça s'appelle comme ça, et elle a travaillé exclusivement sur ça. Alors, c'est aussi génial, parce que quand vous travaillez génial, enfin, façon de parler, quand vous travaillez pendant plusieurs années avec un informateur, en fait, elle n'avait même pas besoin de poser la question, il répondait automatiquement, il savait évidemment tout ce qu'il fallait répondre, etc. Du style, oui, alors, Juan, parce qu'il m'appelait Juan, lui, il aurait dit ça, tu vois. Donc, voilà. Ça, c'était autre chose, ça, c'est une question plus problématique sur les responsabilités, les trucs de l'anthropologue, bon, enfin, etc. Quand on travaille plusieurs années, comme ça, des années avec un informateur, évidemment, la relation devient tout à fait autre. Et il peut même adelantar, c'est-à-dire avancer la question. C'est-à-dire qu'il arrivait à un point, Alberto, à un moment, qu'il m'avait fait un dessin de la cosmologie, j'aime beaucoup les dessins aussi, donc ça tombait bien. Il avait fait un truc, une nuit, il revient avec un truc, voilà. Alors il m'a expliqué tout ça, etc. 7 ans après, ou 8 ans après, il revient avec un autre dessin, qui était le même, mais il avait pris une règle, c'est-à-dire c'était déjà droit, et puis il avait mis autre chose dessus. Ce qu'il avait mis dessus, le dessin, c'était les 7 années qui venaient de s'écouler, ce qu'il avait appris. Donc c'était Jesus, Dios, enfin, etc. C'était le monde chrétien. Mais intéressant, le monde chrétien ne s'est pas substitué. Il est seulement en même temps, si on peut dire, sans vouloir être macronien, il s'ajoute
il ne supprime pas. Donc c'est ça qui est intéressant, les problèmes de syncrétisme, ce qu'on appelle syncrétisme, c'est très complexe, comme tu le sais, tu as travaillé là-dessus. Et donc c'est intéressant un peu, à la Jacques Galinier, le monde d'en bas, le monde d'en haut, enfin, etc. On peut rajouter à l'infini des choses plutôt que les remplacer. Ça ne remplace pas, en fait, c'est seulement en plus. On peut être bouddhiste, catholique, machin, en même temps, sans perdre son truc de chaman ou de... Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Donc, voilà, sur cette formule sans fil, il y a une troisième variante, si je puis dire, qu'il a développée, mais que d'autres aussi ont développée, pas seulement lui, qui est la version un peu chirurgicale, c'est-à-dire où, après l'examen, l'implantation de blocs opératoires et d'hôpitaux dans les villages régionaux, les Yaois sont très curieux, pas du tout pour être patients dans les hôpitaux, ça ne les intéresse absolument pas. Ils y vont, ils ressortent aussi secs, mais pour voir ce qui s'y passe. Pour voir ce qui s'y passe. Et ce qui s'y passe, ben, c'est les gens qu'on branche, qu'on débranche, des bistouris, des trucs. Alors un jour, il me raconte que l'esprit lui a donné alors un bistouri, un truc pour panser les plaies, de la gaze pour cicatriser, qu'il a été chercher au fin fond de l'Ucayali, qui est un fleuve, parce que là, c'est là que se trouve l'esprit de la gaze. Là, c'est l'esprit du truc, tout ça. Donc, il ramène tout ça. Et ils pratiquent ce qu'on appelle des opérations spirituelles, c'est-à-dire ils ouvrent le corps, ils changent bien évidemment les organes sans ouvrir le corps. Mais ça, au Brésil, tout ça, ils pratiquent depuis très très longtemps. Alors c'est d'autant plus facile que dans son chamanisme aquatique, il a des sortes de dépôts où il stocke des organes et qui, par le fait que ça ne vieillit pas, que c'est froid, ils sont stockés un peu congélateur, si je puis dire. Et donc, quand il pratique le chamanisme chirurgical, que j'appelle chirurgical, alors ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre, spirituellement, hein, il enlève l'organe qui ne va pas, il va sous l'eau, il va dans son dépôt sous l'eau, et il choisit l'organe qui remplace. Alors comme là, ça vieillit pas, c'est tout ça, donc il est machin. Il le ramène, il le met dedans, et il chauffe du tabac pour le réchauffer. Il a des points de suture, il a tout un système pour refaire tous les points de suture. Il explique ça très, très bien, avec toute la technologie, et impeccable. Et après, à la fin, il remercie l'esprit. Il ne remercie pas le médecin ni l'hôpital, il remercie l'esprit du point de suture, l'esprit, etc., de lui avoir soutenu dans son opération. Donc, il y a ces nouvelles formes. Mais n'empêche qu'il continue toujours à envoyer des fléchettes. Là, les fléchettes, elles sont toujours présentes. Même dans les versions chirurgicales, enfin, etc., les versions... pour la téléphonie, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça ne se substitue pas, disons, aux fléchettes. Et les fléchettes sont des entités vivantes et qui peuvent prendre toutes les formes possibles et inimaginables. Donc elles sont elles-mêmes inscrites dans le changement, quoi. Elles sont elles-mêmes, par définition, changeantes. Enfin, elles sont jamais... mais le prototype du dard invisible, c'est la fléchette de Sarbacane, qui est le prototype. Mais ensuite, évidemment, le modèle, si vous voulez, du truc. Bon, ça, c'est les trois formules donc du changement. Il y avait aussi une chose qui était très intéressante dans changement et fixation. Évidemment, le chamanisme, comme vous le savez, se répand comme une traînée de poudre sur la surface du globe. C'est un des rares domaines, disons, du chant autochtone qui est valorisé aujourd'hui par la population mondiale. C'est à peu près le seul domaine où tout le monde se dit adepte des chamans, gardien de la forêt, enfin, etc. Donc, c'est pas sur d'autres domaines que les autochtones aujourd'hui sont valorisés, mais c'est souvent par rapport à cette recherche des sources
alternatives, enfin, de retrouver le voyage intérieur, enfin, etc. Et effectivement, le chamanisme s'est répandu. Alors il s'est répandu, bien sûr, en dehors du monde indigène, enfin autochtone, pardon. Et ensuite, il y a des formes, bien sûr, multiples et variées, dans les villes, urbains, dans les New Age, enfin le mouvement New Age, enfin, etc. Donc ça a commencé à poser des problèmes au niveau des pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Enfin, comment reconnaître un bon d'un mauvais? Il y a les charlatans, il y a tout ça. Donc, dans le processus de patrimonialisation du chamanisme comme une activité sûre et pas dangereuse pour le tourisme un peu mystique, il est très important, bien évidemment, en quelque sorte, déterminer qui est un bon déterminé, qui est un bon chaman, qui est un mauvais chaman. Donc ils ont commencé, le ministère lié au tourisme, dans des villes comme Iquitos ou ailleurs, Pucallpa, enfin des villes Amazon, ont publié, ou ont tenté de publier des listes de chamans qui, selon leurs critères, donc, sont accrédités et ne sont pas dangereux du tout pour le tourisme. Ils ne vont pas violer, ils vont pas. Donc, ils sont accrédités, ils sont en quelque sorte reconnus par d'autres, par un système de réseau, comme étant des bons chamans, comme si ça existait. Et bien évidemment, la partie thérapeutique est uniquement une sorte de médicalisation, comme dit Robert Tamayon, de la pratique. On expurge un peu, expurger de sa variante, disons, agressive, que l'on peut envoyer aussi des sorts qui font partie justement du processus thérapeutique. Donc de garder uniquement, bien sûr, la version curative thérapeutique. Donc ça a provoqué effectivement un des effets de cette politique un peu de patrimoine, de mise en patrimoine pour, évidemment nous, pour une sorte d'invention, disons, pour que ce soit compatible avec une certaine forme de tourisme. Il était très important pour les ministères de se dédouaner s'il y avait des problèmes. Voilà, on a fait une liste. Ce chaman-là, il n'est pas sur la liste, donc nous, on ne peut pas vous mettre. Alors ça a provoqué c'est vraiment une catastrophe, parce que c'est considérer le chamanisme comme un corps de connaissances fixe qu'on apprend à l'école, tout ça, alors que c'est tout à fait l'inverse. Donc les chamans ont commencé à se tirer dessus, ceux qui étaient sur la liste et ceux qui n'étaient pas, de telle enseigne que partout où ça a voulu être mis, ça a été retiré, parce que, évidemment, c'est une appréhension du chamanisme qui est parfaitement éloignée, mais qui a beaucoup de succès, évidemment, je reviens pas dessus, par rapport, évidemment, à des recherches alternatives de réalisation personnelle, des modes alternes, ou une altère. Bon. Donc, ça, c'est une expérience qui n'a pas eu beaucoup de suite, je crois, et je ne sais pas trop où ça en est maintenant sur le tourisme chamanique. Je ne travaille pas spécialement dessus. Je m'y étais un peu intéressé parce qu'il y avait bien évidemment aussi la présence de ces formes-là. Je veux dire, c'est une question des influences réciproques entre des chamans autochtones, des gens qui travaillaient le caoutchouc, qui se retrouvaient tout seuls en forêt, qui étaient malades, donc qui évidemment se confiaient à des chamans autochtones. Ces chamans autochtones, ces chercheurs de caoutchouc retournaient en ville et donc eux-mêmes pratiquaient une forme urbaine sur un fond de chamanisme autochtone, qui fait qu'il y a eu des formes très complexes, hybrides, etc., de chamanisme, qui ont fleuri dans toutes les. Et moi-même, puisqu'au début, j'ai été vu par des curanderos d'Iquitos qui travaillaient à Laguna Florida, qui travaillaient avec des produits que je connaissais pas. Donc, bref, enfin, le tabac,
Enfin, le tabac est toujours là, alors bien sûr, c'est toujours la même question. Quand on associe le tabac à la guérison, ça passe mal. Ça passe mal. Évidemment, c'est pas le même tabac, c'est sûr. Et la déambulation du tabac a fait évidemment beaucoup de mal et les chamans, au moins d'Iquitos, gueulent tous. Que voilà, c'est une autre forme enfin, qui n'a rien à voir, etc. Mais enfin, c'est vrai que durant les conférences qu'on faisait dans les foyers des jeunes travailleurs, quand on avait l'imprudence de dire que l'utilisation du tabac est pan-américaine par rapport même dans les calumets de la paix, tout ce que tu veux, et dans le processus thérapeutique, ça passe pas très bien, quoi. Ça c'est clair. Bon, enfin bref, on en est là. Bien. Alors, après, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le chamanisme, mais par ce côté un peu franchissement des limites des frontières, le fait qu'il se constitue aussi un peu en réseau sur cette région où je travaille, cette région frontalière entre le Pérou, la Colombie et le Brésil qu'on appelle le trapèze amazonien, parce qu'en fait, oui, le trapèze amazonien, m'a conduit aussi de façon rétrospective à continuer à travailler ethnographiquement chez les Yaguas, mais surtout dans un contexte beaucoup plus lié au contexte régional et pluriethnique. C'est-à-dire que cet exemple du chamanisme comme cette projection réticulaire vers l'autre, l'altérité, m'a aussi montré les limites, bien évidemment, de la monographie, du genre monographique, mais aussi m'a plus ou moins orienté vers une, une anthropologie, une socio-anthropologie régionale qui inclut justement d'autres personnes, d'autres communautés, d'autres collectivités aussi. Et donc j'ai commencé un travail sur ce que j'ai appelé un peu la frontière prise un peu comme dans le chamanisme, c'est-à-dire comme quelque chose qui sert moins à séparer qu'à unir, d'une certaine manière, en mettre en communication. C'est-à-dire s'il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de communication. La frontière permet de mettre des régimes, disons, en différentiel, qui donnent une sorte de dynamique qui permet justement d'avoir envie de franchir la frontière. Si tout est pareil des deux côtés de la frontière, il n'y a pas d'intérêt, évidemment, à la transgresser. Donc le fleuve Amazon est un fleuve qui, politiquement, géopolitiquement, sépare, mais qui, chamaniquement, si je puis dire, unit. Donc j'ai commencé à travailler sur ces ensembles, un peu pluriethniques, mais qui est une conséquence finalement un peu de la perspective du chamanisme comme un système un peu transcatégoriel et translimite, quoi, qui permet de franchir justement, ne serait-ce que dans une définition assez restreinte, qui serait un système un peu transspécifique, quoi, qui permet de mettre en relation humains, non humains, végétaux, animaux, enfin, etc. Ensemble et humains, quoi. D'autant que chez les Yaguas, il y a un système de parenté qui existe entre les végétaux, entre les animaux, entre les végétaux et les animaux. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi ces rapports-là qui sont très importants et ces relations entre les différentes espèces animales, végétales et autres minérales renvoient plus à un système, je dirais, presque analogique qu'un système animiste. C'est-à-dire, c'est plus des relations morphologiques, des relations directes entre les entités ou des haines entre, par exemple, le pécari à collier et le pécari à balayette, ils ne peuvent pas se sentir parce qu'ils n'ont pas la même odeur, etc. Donc il y a des critères aussi d'odeur qui rendent de couleur, etc., sur des analogies ou des contrastes. Donc ça, c'était intéressant de voir que la parenté n'est pas limitée. Bien sûr, elle ne peut pas l'être, puisqu'on a en somme un continuum. Ça s'applique aussi, bien sûr, au niveau
Les animaux, et d'autant plus que les jaguars sont organisés en système clanique, il faut arrêter, et que les noms des clans sont ou végétaux ou animaux, donc eux-mêmes, en quelque sorte, ont des liens, disons, ontologiques, si on peut dire.